Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're good. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out, to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 308 du podcast John Actuel Mattei. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos aventures NFL. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Raphaël, nous sommes tout seuls cette semaine, on salue Camille qui a le droit à une petite semaine de bye week. C'est donc, pardon, je vais y arriver, je savonne dès le début, c'est pas bien barré. Raphaël, je disais donc, on se retrouve le mardi avec le Hard Rock Café, évidemment, qui est notre partenaire du mardi, tous les dimanches encore cette année, c'est soirée Game On au Hard Rock Café, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5, et évidemment les rencontres, ne ratez pas ça. Les Browns qui vont mieux, les Lions qui jouent bien et les Buccaneers qui font tomber les Rams, c'est au programme de la semaine. On va évidemment parler aussi de tous les autres matchs de cette semaine 4, sans oublier le répondeur, votre nouveau rendez-vous, ce sera la deuxième édition. C'est parti. Mayfield with Chubb behind him. Mayfield under center on first down. Toss sweep near side. Here comes Chubb with a cutback. He's out to the 20, 25, 30, 35, 40. Here he goes to the 50. Here goes Chubb. He's going to go. 20, 15, 10, 5. Touchdown, Nick Chubb. He's got a hat trick. Whoa, 88 yards by Chubb. Ravens 25, Browns 40, c'est le retour de la hype Cleveland, gros match de Nick Chubb, meilleur Baker Mayfield et la défense qui en a fait assez. Est-ce que la hype Cleveland est repartie, Raphaël ? Oui, elle est revenue aussi vite qu'elle était partie en début de saison, on va dire. Toute la magie de la NFL après un mois, hein, forcément on y est habitué, mais chaque année on aime bien ressortir ces petits trucs. C'est assurément leur match le plus solide depuis le début de la saison, comme tu l'as dit, notamment offensivement avec, et là faut le féliciter parce qu'on l'a critiqué en début de saison, mais un bon play call de Freddie Kitchens. On a retrouvé quelques-unes des clés, des recettes qui avaient fait le succès, on va dire, c'est un grand mot, mais qui avaient bien réussi aux Browns en fin de saison l'an dernier. Donc on a retrouvé ça c'est une très bonne nouvelle. On a une ligne offensive un peu plus solide que les semaines passées. Comme tu l'as dit, Nick Chubb, enfin vraiment un Jarvis Landry qui est ressorti de sa boîte aussi. C'est un vrai bon match pour cette attaque, un vrai signe positif. Ils reviennent déjà à égalité avec les Ravens finalement en tête de division. C'était pas perdu, hein, clairement, mais c'est important. Je pense que même psychologiquement pour eux, c'est important d'aller gagner à Baltimore après toutes ces années un peu de lose. Rien que de marquer qu'ils sont là, ils sont prêts à prendre la division, c'est important. Donc bon résultat pour eux. Ouais. Tu l'as dit en plus, ils reviennent, ça va vite parce qu'au final ils reviennent à égalité en tête de la division avec une victoire à l'extérieur sur un rival direct, donc ils sont plutôt en bonne position et l'attaque clairement dans le rythme, un quarterback à 300 yards, un coureur à 150 yards, un receveur à 150 yards, 530 yards au total contre Baltimore. Alors c'est pas le Baltimore d'il y a quelques années, mais ça reste quand même toujours les Ravens, donc c'est toujours impressionnant de réussir ça. Ouais, clairement retour du rythme, retour de l'hype, je sais pas, mais en tout cas ils ont fait le boulot, ils ont aussi fait le boulot en défense puisqu'ils sont les premiers à intercepter Lamar Jackson cette saison. Et ils prennent 173 yards au sol, mais dans le même temps, ils mettent Lamar Jackson en difficulté, ce qui me semble être le plan de jeu le plus cohérent à ce moment-là. Tu sais que tu vas prendre des yards au sol contre Baltimore de toute façon. Donc c'est pas plus bête de réussir à mettre Lamar Jackson en difficulté dans cette catégorie, dans cette configuration-là. Alors je sais pas si c'est un point noir, tu connais bien ce joueur, Odell Beckham. Ciblé 7 fois, 2 réceptions, 20 yards, une bagarre. Est-ce que ce match par contre confirme un petit peu que dans des échéances où il se fait un peu bousculer parce que ça a été très physique avec les receveurs d'en face, est-ce que ça montre quand même que dès qu'il se fait un peu bousculer, dès qu'il fait un peu aller au mastic, il disparaît quand même un petit peu ?
Ça peut se défendre effectivement. On se souvient un de ces duels très très physiques contre Josh Norman il y a 2 ans de mémoire maintenant, ou 3 peut-être d'ailleurs. Ouais, un peu plus, ouais. Effectivement, il a toujours un peu plus de mal face à des cornerbacks très très agressifs sur lui qui n'hésitent pas à lui rentrer dedans. D'un autre côté, je pense aussi que sa capacité à mine de rien mobiliser le cornerback numéro 1 adverse, comme là c'était le cas avec Marlon Humphrey, je pense que mécaniquement ça libère aussi de l'espace pour Jarvis Landry. Et le fait que Baker Mayfield ne force pas totalement tout le temps sur Odell Beckham, ça permet quand même d'ouvrir le jeu à mon sens. Donc ça serait forcément mieux pour les Browns si Odell Beckham remportait tous ses duels à la réception, mais je pense que quoi qu'il arrive, même quand il est un peu en difficulté face aux autres cornerbacks, l'attention qu'il crée sur le terrain facilite aussi le travail de ses coéquipiers. Donc je dirais oui, peut-être un peu soft encore malgré tout, et peut-être tendance à réagir trop vite à certains moments, mais bon. Ouais, oui, non, je suis d'accord avec toi sur le fait que par contre, même sans faire de stats, il a un rôle à jouer parce qu'il attire la défense. Et d'ailleurs, à ce propos, alors on en parlera peut-être dans la preview de jeudi, mais il y a Antonio Callaway qui revient de suspension pour Cleveland, donc ça va rajouter encore une arme qui va pouvoir profiter éventuellement de ce qu'offre Odell Beckham. Mais ouais, c'est vrai que moi j'ai un peu remarqué ça. Dès qu'il y a des matchs où ça castagne un petit peu, où ça lui rentre dedans, c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'on s'inquiète de l'autre côté pour la défense de Baltimore? C'est la première fois de leur histoire. Alors quand je dis de leur histoire, c'est depuis, d'ailleurs, ironie du sort, qu'ils ont déménagé de Cleveland à Baltimore et qui sont devenus les Ravens. C'est la première fois de l'histoire des Ravens qui prennent plus de 500 yards 2 semaines de suite, parce qu'ils avaient déjà pris plus de 500 yards la semaine dernière. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour cette défense? Est-ce qu'on commence à s'inquiéter? Je pense qu'ils ont quand même de quoi redresser la barre sur le long de la saison, donc je m'inquiéterai pas tout de suite. Maintenant, c'est effectivement quand même un peu décevant pour une équipe qui avait notamment l'an dernier une grosse force sur le run-stop, et là ils ont quand même bien explosé face à Nick Chubb, donc ça reste à surveiller, parce qu'il faudrait pas que le run-stop devienne une sorte de point faible dans cette équipe. Ils ont peut-être un peu moins de facilité à mettre de la pression que l'an dernier. Le départ d'un Zadarius Smith, d'un Terrell Suggs, mine de rien, qui pèse peut-être un peu plus, surtout quand on voit ce que Suggs a fait ce week-end, par exemple, encore du côté d'Arizona, malgré tout, son âge notamment. C'est moins bon peut-être que attendu en début de saison. Enfin, encore, ça dépend par qui. Moi, je les attendais un peu mieux. Je suis pas encore inquiet, clairement. Mais c'est à surveiller, comme tu dis, parce qu'il faudrait pas que la défense abandonne et lâche complètement son attaque non plus, quoi. Et de l'autre côté, Lamar Jackson, on revoit des limites. Et j'ai envie de dire, ça s'équilibre un peu. Tu parlais des 4 premières semaines. On a eu du très très bon pendant 2 semaines. On a dû un peu plus en difficulté pendant 2 semaines. J'ai l'impression que là, on a quand même eu un panorama après un mois un peu plus significatif de ce que vaut Lamar Jackson que ce qu'ont donné les 2 premières semaines où il s'était baladé face à des défenses qui étaient quand même très légères. Oui, on a effectivement peut-être un meilleur aperçu de Lamar Jackson, ce qu'il peut donner. Si on prend le côté négatif, on va dire, ça reste pas forcément rassurant sur certaines phases de lecture de jeu, de passe, même si j'ai trouvé paradoxalement sa sortie là cette semaine peut-être meilleure que face aux Chiefs où il forçait beaucoup sur les passes en profondeur. Là, j'ai trouvé qu'il avait un peu moins ce défaut. Donc ça, c'est le côté négatif. Il reste des problèmes à régler. Le côté positif que j'ai envie de dire, c'est que son plafond du bas pour le moment cette saison est quand même bien meilleur que son plafond du bas de l'an dernier. C'est ça. Il avait complètement coulé face aux Chargers, où c'était vraiment une catastrophe. Là, au moins, il est en difficulté, mais il n'est pas catastrophique. Il fait pas couler son équipe. Enfin, la défaite n'est pas que pour sa pomme, quoi. Donc, contrairement à d'autres quarterbacks dans la ligue qui vont faire couler leur équipe, et on y reviendra sans aucun doute. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Il est moins mauvais quand il est mauvais. Et ça, déjà, c'est bien. C'est déjà bien, ce qui montre une forme de progression en soi. Donc, Bah oui, parce que c'est de toute façon quand les quarterbacks sont en difficulté qu'on voit si les mauvais réflexes reviennent. Et donc pour l'instant, il arrive à marquer une progression là-dedans. De toute façon, c'est pas quand tout va bien qu'on peut juger les gars. Donc les 2 dernières semaines ont finalement été plus instructives sur Lamar Jackson que les 2 premières, a priori. Je suis d'accord.
On enchaîne avec le Rams Buccaneers, 55-40 pour les Buccaneers. Il y a eu des points. Alors, si je t'avais dit que dans un match Rams Buccaneers, il y aurait un quarterback avec 4 ballons perdus et un autre avec 4 touchdowns lancés, tu m'aurais dit c'est possible. Oui. Si je t'avais dit que c'était Jared Goff avec les 4 ballons perdus et Jameis Winston avec les 4 touchdowns, est-ce que tu y aurais cru ? Non, mais encore moins après les 3 premières sorties de Jameis Winston, notamment sa première sortie en semaine 1 contre les 49ers où il avait vraiment fait paniquer tout le monde. J'y aurais pas cru. Je suis content parce que c'est peut-être enfin l'effet Bruce Arians qui a réussi à relancer la carrière d'un Carson Palmer par exemple à Arizona qui s'il arrive en plus à lancer, parce que pour le coup Jameis Winston c'est pas relancer, c'est lancer la carrière de Jameis Winston. Arians méritera presque le Hall of Fame, j'ai envie de dire, mais non, c'est positif. De toute manière, avec Jameis Winston, t'es obligé de prendre ce match positivement. Forcément, il fait peu d'erreurs, il y a une vilaine passe sur la fin, mais globalement, il se relance très vite derrière après son interception contre Marcus Peters. Écoute, on va demander confirmation. Voilà. C'est ça. Avec Winston, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette interception qui est très vilaine et qui a failli remettre un peu son équipe quand même dans la panade. Mais il y a du talent et on le savait, hein, Bruce Arians, il peut faire des choses avec un talent comme ça. Le problème, c'est que moi, j'attends de voir aller 3 matchs de suite. Oui. Faut qu'il y ait 3 matchs propres, à peu près propres de suite. Sinon, on peut rien dire. Mais on commence par cette équipe de Tampa parce qu'elle a gagné et parce que non seulement tu as un Winston qui montre qu'il a du potentiel, en plus il est pas mal entouré avec Mike Evans, avec O.J. Howard, enfin il y a quand même du matos autour. Chris Godwin qui s'affirme vraiment comme un bon numéro 2, très bon. Hein. C'est vrai, donc il y a quand même du matos. Et Winston, on savait qu'il avait le talent. Moi dans la question que je t'ai posée, je pouvais croire qu'un match Rams Buccaneers donne un Winston à 4 touchdowns, mais j'aurais pensé qu'il aurait aussi les 4 ballons perdus. Et j'aurais pas pensé que ce serait Goff qui perdrait 4 ballons. Mais voilà, on sait que Winston, il est capable de faire ça, mais ça va vraiment falloir voir. Après, tu le disais, il y a du talent en attaque, il y en a aussi en défense. Est-ce qu'on peut dire que la défense des Buccaneers est satisfaisante dans ce match alors qu'elle prend 40 points et 500 yards? Parce qu'elle fait le taf en un sens. Oui, elle fait le taf parce que on a sur la fin cette perte de balle provoquée contre Jared Goff, on a plusieurs turnovers. C'est toujours difficile de juger les défenses quand elles font ce genre de match parce que malgré tout elle prend quand même 40 points. Enfin, si on enlève le pick 6 de Marcus Peters, elle en prend plutôt 34 on va dire. Donc ça reste une performance assez moyenne. Maintenant il y a les turnovers, il y a les grosses actions pour changer le cours du match. Donc Shaquille Barrett est à 9 sacs depuis le début de la saison. Alors c'est un record sur 4 matchs. Personne n'est jamais parti aussi vite que Shaquille Barrett. Ouais. Et puis tu l'as dit, Ndamukong Kongsu avec c'est l'ironie en plus, Ndamukong Kongsu qui jouait évidemment aux Rams l'an dernier, qui a le retour de fumble de la victoire. Et alors j'ai vu passer la stat, c'est assez délirant, j'ai du mal à y croire. Il aurait fait une pointe à quasiment 30 km/h sur le retour de fumble. Ah ouais? J'ai lu, oui, je crois que c'était 20 miles à l'heure ou quelque chose comme ça, ou 25 miles à l'heure. Okay. Enfin, en convertissant, ça faisait quasiment 30 km/h. Je trouve ça énorme, mais pourquoi pas? Après, c'est des athlètes tellement dingues que voilà. Mais donc, oui, du coup, dans cette équipe de Tampa, il y a quand même du talent. J'ai envie de dire, il y a presque un talent playoff si c'est bien coaché, quoi. Il y a effectivement un talent playoff si c'est bien coaché. Tu l'as dit, il y a des bons éléments en attaque, il y a des bons éléments en défense. Cette saison, l'arrivée de Sou, encore une fois, sur la ligne défensive, malgré certains, ce qu'on peut penser lui à certains moments et son âge, apporte toujours, quoi qu'il arrive, dans l'équipe qui rejoint. Enfin, faut au moins lui reconnaître ça. Mais c'est ce qu'on dit en fait depuis plusieurs saisons, hein, que les Buccaneers étaient globalement mal coachés et qu'il fallait et là il y a quand même un coaching staff qui avait fait ses preuves chez les Cardinals et chez les Colts en partie aussi pour Bruce Arians quand il était coordinateur offensif. Donc écoute, on va voir. On demande confirmation. C'est ça. On demande confirmation. Pour les Rams, 68 ballons lancés par Jared Goff. C'est la 3e totale historique sur un match. Pour 11 courses. Alors, ok, ils sont menés, mais c'est un déséquilibre qui est hallucinant en termes de plan de jeu.
en termes de c'est, choix offensifs. c'est hallucinant, mais en même temps, j'ai du mal à trop critiquer McVay. Pour le coup, ils sont quand même menés de 21 points à un moment du match. Il faut y aller, il faut remonter. Est-ce qu'il aurait pas pu équilibrer un peu plus quand ils reviennent à une dizaine de points? Peut-être, il aurait pu. Il aurait pu équilibrer. En tout cas, Todd Gurley a son plus petit nombre de ballons portés en carrière. Ça élucide pas les mystères et les doutes sur Todd Gurley. Non, ça les élucide pas. Maintenant, faut quand même mentionner le problème sur la ligne offensive qui est à l'heure actuelle chez les Rams. Que ce soit dans le jeu de passe ou dans le jeu de course, on a vraiment une ligne offensive qui est un cran en dessous de l'année dernière. Le départ à la retraite de Sullivan, le centre, et à la free agency de Roger Saffold, le garde, font vraiment mal à cette équipe parce qu'on a deux jeunes linemen offensifs qui sont arrivés sur la ligne et qui trouvent pas leur marque encore. D'ailleurs, j'ai vu passer ça tout à l'heure. Pro Football Focus a mis la plus mauvaise note pour le moment de ce début de saison à la ligne offensive des Rams. Ouais, c'est pas surprenant. Et ça fait une sacrée différence par rapport à l'an dernier où elle était largement top 10. Donc il y a ce problème-là à régler. Et puis, bon. Et puis il y a eu une défense qui quand même se trouve sur ce match. Ouais. Toi qui as écrit le résumé et qui était pas mal dessus, qu'est-ce qui s'est passé avec cette défense qui était quand même plutôt solide? Ouais, c'était la surprise quand même. Sur les 3 premières semaines, elle était sur 16 points de moyenne encaissés par match. Là, elle s'en prend 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, il y a eu des trous absolument partout. Les cornerbacks se sont fait vraiment manger pour le coup. Marcus Peters, oui, il a ce pick 6 en fin de match, mais sinon tout le match il se fait découper dans tous les sens. Il y a eu un vrai problème sur le backfield défensif, un peu moins de pression et voilà, mais allez, je pense quand même que malgré tout que ça reste un peu un match totalement sans de la défense. Je pense pas que cette défense vaille 50 points pris par match. Enfin, ouais. Bon, on va plaider ça pour eux aussi. En fait, dans les deux cas, on attend de voir ce qui va se passer ensuite, que ce soit les Buccaneers ou les Rams. Les Lions 30, Chiefs 34. Est-ce qu'on est, Raphaël, face à la plus grosse victoire morale qu'on ait vue depuis très longtemps? On dit souvent tout le temps qu'il n'y a pas de victoire morale, mais j'ai l'impression que les Lions, ont la plus grosse victoire morale de la semaine, voire de la saison pour l'instant. Oui. Après, bon, malheureusement pour eux, ça leur fait quand même une défaite au compteur. C'est ça. C'est une vraie bonne surprise comme match pour les Lions. On leur donnait pas beaucoup de raisons d'y croire avant dans notre émission preview de la semaine dernière. Ils ont surpris offensivement, ils ont surpris défensivement. À mon sens, ils passent pas loin de gagner avec un ou deux décisions arbitrales qui auraient pu tomber dans leur sens, on va dire. Non, clairement, c'est une vraie bonne source de motivation pour cette équipe qu'on trouvait un peu apathique l'an dernier pour la première année de Matt Patricia et qui là nous surprend quand même agréablement, faut bien le dire. Surtout quand tu vois par exemple... Vas-y. Oui, vas-y. Non, mais j'allais finir, surtout quand tu vois qu'en défense, par exemple, t'avais pas un Darius Slay qui est leur meilleur cornerback. Voilà. C'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est ce que j'allais te dire. Il y avait en plus pas Darius Slay. Quand on a appris ça avant le match, on se disait bon, ça sent pas bon. Matt Stafford gêné par sa hanche. Donc il y avait quand même des choses. Après, je pense que ce qui leur fait mal dans ce match, c'est les 2 ballons perdus dans la zone rouge. Il y a 2 fumbles, dont un retourné pour un touchdown. Et clairement, c'est des trucs qu'ils peuvent pas encore se permettre. Les Chiefs peuvent se le permettre. Ils ont 3 ballons perdus aussi. Mais il y a 5 fumbles dans le même carton. D'ailleurs, au cours de ce match, c'est quand même assez délirant. Les Chiefs peuvent se le permettre parce qu'en fait, ils peuvent marquer n'importe quand. Donc de temps en temps, ils ont un ballon perdu. Bon, mais les Lions peuvent pas se permettre de lâcher des points dans un match comme ça contre les Chiefs. Donc c'est un peu, c'est ce qui leur coûte ce match-là. Après, je sais pas si tu es d'accord, mais moi je pense que ce qui est vraiment significatif sur ce match, c'est qu'ils marquent des points de progrès sur des zones en fait qui sont déficitaires depuis des années, c'est-à-dire le jeu au sol où maintenant ils sont 10e et la défense et un tight end avec TJ Hawkinson aussi. C'est 3 axes qui étaient faibles depuis des années, qui étaient toujours un problème. Et pour moi, le vrai point positif de ce match, c'est vraiment ça, c'est de dire ils ont enfin quelque chose dans ces 3 domaines-là qui étaient déficitaires depuis des années. Non, t'as complètement raison. On l'a vu, ça s'est illustré sur ce match. Alors, ça demande encore, pour notamment, je pense, le jeu au sol et le tight end, ça demande à être confirmé parce que Hawkinson, on est quand même sur un rookie.
Le jeu au sol, on en est qu'à 4 matchs, donc ça va demander à être confirmé, mais en tout cas, c'est quand même sur la bonne voie. Là où par contre, je suis plus certain du résultat, c'est la défense. Je pense qu'il y a une vraie progression significative sur la défense, quelle que soit la ligne, quel que soit le moment du match. Ils ont été concentrés globalement en défense du début à la fin. Il n'y a pas eu trop de temps mort, de trous comme Détroit peut le faire, en tout cas sur ce match. Donc il y a un vrai progrès. Matt Patricia est peut-être en train de prouver à certains qui se sont trompés sur lui. En tout cas, pour le moment, c'est une bonne impression qu'il fait. Et s'ils arrivent à garder tout ça, c'est une équipe des Lions qui va être vraiment emmerdante à jouer pour plus d'une équipe dans la ligue. Donc on a hâte de voir la suite pour le coup. Ouais. Ils ont pas de bol de tomber dans une division très difficile, je pense. Parce qu'ils seraient... je vais pas dire en NFC Sud avec tous les blessés actuellement ou en AFC Sud, ils se battraient pour les playoffs. Là, ils vont galérer avec Green Bay, Minnesota et Chicago. Ça va pas être facile. Mais bon. Ils ont quand même encore une fois des beaux axes de progrès. Après, il faudra voir comment ça se transforme. Mais peut-être que Matt Patricia va réussir à être l'exception qui confirme la règle. Peut-être un élève de Bill Belichick va réussir quelque chose dans sa carrière de coach. En face, il y a le 26e match de suite à plus de 25 points pour les Chiefs, sans le moindre touchdown de Patrick Mahomes. Voilà. Mais il est en contrôle pour aller chercher la victoire. Il a toujours l'air facile. Il faut quand même rappeler à ceux qui sont un peu dubitatifs sur sa prestation qu'il lui manque toujours Tyreek Hill, qu'il lui manque toujours Damien Williams. Et pourtant, ça joue toujours aussi bien. Je pense pas que ce soit un match où il y ait grand chose à dire pour les Chiefs, au sens où ils gagnent difficilement, ce qui est toujours une bonne chose. Et ils montrent qu'ils peuvent gagner sans un grand Mahomes, qui fait le boulot à la fin pour aller chercher les points qu'il faut en fait. Ouais, c'est ça. Mahomes, au cours du match, a quand même été par moments précis, quelques vilaines passes, mais comme tu dis, à la fin, sur le dernier drive, notamment quand il va chercher la 4e et 6 à la course, il y va dans une tranquillité, dans une lecture du jeu assez incroyable. Tu sens qu'il est capable à tout moment de mener son équipe vers des points, et comme tu l'as dit, sans un grand Mahomes, il cartonne encore à plus de 25 points, ce que plein d'équipes dans cette ligue n'arrivent même pas à faire dans un grand jour. Donc... T'as raison, ça confirme rien sur les Chiefs. C'est une très grosse attaque. C'est une défense qui est capable de créer des turnovers, qui va prendre des yards, qui va encaisser des magasins de yards et qui va essayer de survivre sur sa capacité à créer des turnovers. On en avait un peu le sentiment déjà en début de saison, et je pense que ça se confirme parce qu'il y a pas... Il manque peut-être encore, notamment dans le backfield défensif, il manque un shutdown corner. Je ne serais pas étonné que ce soit eux qui aient proposé 2 premiers tours pour Jalen Ramsey. J'allais te poser la question. Je pense aussi. Et ce serait vraiment une bonne idée. Ah bah ça serait une sacrément bonne idée. Perdre un choix numéro 29 pour aller chercher Jalen Ramsey à l'heure actuelle, ça me paraît être une sacrément bonne idée. Franchement, qu'ils en rajoutent même un du 2e ou du 3e tour s'il faut, et puis qu'ils prennent Ramsey cette année, ce serait incroyable. Ouais. En attaque, s'ils commencent à balancer des latérales comme Travis Kelce et LeSean McCoy, ça va devenir encore plus compliqué à défendre, non? Parce que c'est une des actions de la semaine, c'est incroyable. Ça va être très très chiant à défendre. Nous, on est, je pense que quand je dis nous, rédaction TD, on est très contents parce que notamment avec Raoul, ça fait pas mal de temps qu'on dit que de temps en temps, ajouter une latérale sur certaines actions, ça serait assez incroyable en NFL. Ils l'ont fait, je sais pas à quel point ça a été improvisé ou ça a été réfléchi. Ça ressemble à un instinct, parce qu'en fait c'est presque autant une déviation qu'une latérale. Oui, je pense aussi que c'était plutôt de l'instinct, une improvisation clairement. Mais si ça donne à réfléchir Andy Reid, déjà que son play call offensif est assez inspiré, si en plus il peut rajouter 1 ou 2 touches comme ça, on va peut-être encore s'amuser d'ici la fin de saison avec les Chiefs. C'est pas une mauvaise idée en fait, le joueur qui joue un peu le rôle de pivot, tu sais, un grand tight end comme ça qui rabat sur un mec qui est derrière s'il est tout seul, s'il a pris le défenseur avec lui avant de tomber, c'est bon, hein. Voilà donc pour les 3 affiches de la semaine. Petit jingle et le reste des matchs. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it. Saints 12, Cowboys 10. Raphaël, on entame avec la grosse affiche de la semaine pour enchaîner les résumés, et on attendait des Cowboys qui pouvaient frapper un grand coup. C'est finalement la défense de New Orleans qui frappe un grand coup. 35 yards pour Ezekiel Elliott, 257 pour Dallas, qui était pourtant une des meilleures attaques de la ligue. New Orleans a aussi une défense, c'est l'info de la semaine.
L'info de la semaine, je sais pas si j'irai jusque-là quand même, parce qu'on avait dit que sa défense au sol notamment était très bonne depuis l'an dernier, il l'a confirmé. Je suis un peu dur. Le plus surprenant, c'est peut-être la défense aérienne sur ce match. Alors, on sait que Marshon Lattimore est un très bon cornerback, il l'a prouvé, il le prouve. C'était plus sur le reste de ses coéquipiers qu'on avait quelques doutes, qui sortent globalement un très bon match chacun. Donc voilà, c'est vraiment... Après, c'est la bonne nouvelle pour ces Saints, ça confirme qu'avec cette défense-là, un Alvin Kamara toujours aussi exceptionnel, toujours, qui est une des armes de destruction clairement dans cette ligue, et ben ça permet à ces Saints de gagner malgré l'absence de Drew Brees, donc c'est forcément positif pour eux. C'était presque plus alors je sais pas si c'était plus un test pour eux ou pour les Cowboys, je sais pas trop d'ailleurs au final, mais c'est vraiment, oui, c'est une bonne nouvelle pour ces Saints. C'est comme tu l'as dit, la défense ils l'ont gagné par la défense. L'an dernier, c'était eux qui s'étaient fait avoir par les Cowboys sur un match aussi très faible en scoring. Cette année, ils ont pris leur revanche à ce niveau-là, donc bonne nouvelle. Pour les Cowboys, pour le niveau, je pense que ça va on parlait encore une fois des Ravens tout à l'heure, je pense que ça va s'équilibrer pour les Cowboys. On va être un peu plus fixé en rajoutant le test contre les Packers la semaine prochaine. Je pense qu'on aura un bon aperçu d'ensemble de ce que ça vaut. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont stoppés au sol, évidemment, c'est plus la même équipe. Donc ils ont été mis en difficulté. Il y a quand même 5 sacs de Dallas sur Teddy Bridgewater. Il y a quand même des choses en défense. Ils ont limité les Saints à 12 points quand même. Et oui. c'est que 4 field goals en plus, si je dis pas de bêtises. Ils prennent pas de touchdown. On voit quand même aussi comment Drew Brees met en valeur sa ligne avec la manière dont il joue vite et dont il se débarrasse vite du ballon. C'est totalement ça. Parce que là, pour le coup, si on peut faire un reproche à Teddy Bridgewater sur ce match, c'est quand même globalement une lenteur dans les lectures, dans les choix à faire. Tout allait moins vite, tout était moins réfléchi que Drew Brees. Et donc, ça, comme tu le dis, ça pèse sur le résultat de la ligne offensive, ça se voit directement. Donc voilà. C'est un axe de progression pour lui, en tout cas d'ici le retour de Drew Brees, mais en tout cas, ça tient la baraque. C'est ça l'important, c'est qu'il gagne. Il continue de gagner. Ouais, ça tient la baraque. Côté Cowboys, j'ai pas trop compris quand même pourquoi sur ce match les Cowboys ont joué beaucoup moins de play action, qui avait fait un peu leur réussite là sur ces 3 premières semaines. Beaucoup de play action, ils avaient le meilleur, Dak Prescott avait le meilleur rating en faisant des play action depuis le début de la saison. Là, ils en ont beaucoup moins utilisé. Bon, est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça reste à surveiller, mais c'est un peu dommage. Oui, non, c'est vrai que ça. Encore une fois, je pense que ce sera à voir là dans les semaines à venir, notamment contre Green Bay qui doit se racheter en défense en plus. Bears 16, Vikings 6. Est-ce qu'il y a une polémique à venir au poste de quarterback pour les Bears ? Parce que Chase Daniel, il a quand même l'air un peu meilleur que Mitch Trubisky. Oui, sur ce match, en tout cas, sur la partie, on va dire, lancée, parce que Trubisky a peut-être l'avantage sur Daniels de pouvoir aller chercher quelques jeux à la course, ce qui n'est pas le cas de Chase Daniel pour le coup, donc disons que Trubisky a peut-être une palette un peu plus large à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur ce que Chase Daniel a eu à faire, c'est-à-dire des passes sécures, des passes dans des... Il l'a très très bien fait, c'était très bien exécuté, pas de perte de balle, c'était plus propre que Mitch Trubisky, clairement. Après, de là à créer une polémique, je suis pas certain. Enfin, je sais trop la moitié. Ouais, je sais pas. Faudrait peut-être aller voir dans un match où on demande un peu plus à Chase Daniel pour le coup, quoi. Après voilà, j'ai dit qu'il avait été meilleur, qu'il est meilleur là, mais ça reste, c'est pas encore un grand quarterback. Je pense que l'espoir du côté de Chicago, c'est de toute façon que Mitchell Trubisky ait un plafond plus élevé, qu'il progresse et qu'il soit meilleur. Oui, non, donc a priori, si tu penses ça, tu le fais jouer. De ce côté-là, je pense pas qu'il y ait de polémique. De l'autre côté, Kirk Cousins, oui, il ne fait pas un bon match. Faut quand même préciser que sa ligne offensive prend encore l'eau contre les Bears. Il prend 6 sacs. Les Vikings, c'est toujours la même chanson. Bon contre les faibles. Ils battent Raiders et Falcons cette année. Ils perdent contre les Packers et les Bears. Est-ce que c'était le scénario un petit peu qu'on redoutait, c'est-à-dire ils sont stoppés au sol, ils doivent lancer et ça passe pas. Oui, c'est Adam Thielen qui l'a très bien résumé. On peut pas, on a besoin de savoir lancer la balle quand on gagne pas 180 yards au sol. Ça a été le cas cette semaine. Oui, c'est problématique. Kirk Cousins s'est pas aidé par sa défense, enfin par sa ligne offensive, ça c'est sûr. Maintenant, moi je l'ai trouvé assez embarrassant, rien que son comportement dans la poche, très peu de mobilité,
t'as l'impression qu'il se retourne tout le temps parce qu'il a peur. J'ai retrouvé un peu de, comme on dit, de body language de d'Eli Manning sur ces dernières saisons quand la ligne offensive était catastrophique, tu vois. Cette sensation que qu'il se sent pas en sécurité et que du coup il maîtrise plus rien dans la poche, il regarde pas au bon endroit, il regarde, au lieu de regarder loin vers Thielen et Diggs, il regarde au plus proche vers son coureur qui peut être libéré, et voilà, il se contente de petits shakedowns. Et les Vikings peuvent pas gagner comme ça, donc Après, les Vikings, de toute façon, maintenant, vont vivre et mourir avec Kirk Cousins. Ils n'ont pas d'option. Ah derrière, oui, il faut donc, aller jusqu'au bout. De toute façon, avec le contrat que tu lui as donné, tu meurs. Soit il progresse, soit bah, tu coules. Ils ont tenté un pari. Ouais. Pour le Ça, moment, bon. Oui, mais on l'a déjà dit. Après, c'était pas fou, c'était pas complètement idiot hein, quand ils l'ont fait. Non, Voilà, bien ils sûr. ont tenté. Ils étaient pas loin du Super Bowl à ce moment-là, ils ont tenté. Bills 10, Patriots 16, et quelle défense des Bills. Tom Brady limité à 18 sur 39, 150 yards et 49,5 d'évaluation. Énorme match de la défense des Bills, mais le souci c'est que les Patriots ont aussi une bonne défense et aussi des équipes spéciales. Ils ont marqué un touchdown sur équipe spéciale, ils ont intercepté 3 fois Josh Allen, une fois Matt Barkley. Josh Allen qui est pas prêt pour ça, on le voit notamment à rester dans sa poche et à gérer un match depuis la poche. Oui, non, ça a été très compliqué pour Josh Allen, qui fait son plus mauvais match de la saison, clairement. Il a été incapable de lire ce qu'avait à proposer la défense des Patriots, ou notamment, c'est de mémoire sur la première interception où on a l'impression qu'en fait il voit pas McCourty arriver. Il sent pas que McCourty a déjà analysé ce qu'il voulait faire, donc c'est assez compliqué à ce niveau-là. Son jeu au sol a pas beaucoup avancé, donc c'était un peu plus compliqué, et c'est bien dommage parce que comme tu l'as souligné dès le début, il y a en revanche de l'autre côté du terrain une défense qui fait le boulot de manière assez incroyable sur ce match, qui met la pression quand il faut mettre la pression, qui a des cornerbacks qui vont au contact contre les receveurs des Patriots et qui gagnent leur duel globalement, hein. Donc qui bouge en plus. Ouais. Non, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu Bills-Bears, même combat? Il y a un jeune quarterback qui doit progresser et qui a du mal à être précis, et une énorme défense. Oui, à peu de choses près, effectivement, ça y ressemble. De jeunes quarterbacks qui ont entre les mains une défense bien trop forte pour ce que eux peuvent apporter en attaque pour le coup, donc c'est pas équilibré. On va voir jusqu'où ils peuvent s'améliorer, mais non, en tout cas, belle sensation quand même des Bills, malgré tout, malgré la défaite, qui arrive quasiment à accrocher ce match. Les Patriots sont la première, ils ont des stats aussi assez impressionnantes en défense, c'est la première équipe depuis les Bears de 2012 avec au moins 15 sacs et 10 interceptions sur les 4 premiers matchs. Ça veut dire qu'ils sont à plus de 2 interceptions de moyenne par match. Ouais. Devin McCourty a 1 interception par match. Ils sont sur des stats délirantes aussi, hein, les Patriots. Ils sont sur des stats délirantes. Ils vont, à mon avis, continuer à l'être parce que les 4-5 premiers matchs sont globalement, quand tu regardes le calendrier de mémoire, t'as Washington, t'as les Jets. Oui, non, ils jouent Washington déjà la semaine prochaine. Voilà, Washington Jets, t'as les Browns et les Ravens qui peuvent être des bonnes attaques, mais qui sont aussi des attaques qui peuvent faire des erreurs. Donc, et puis ils ont eu un début de calendrier qui met en avant aussi, qui met en valeur la défense, hein, forcément, quand tu fais Bills. J'ai oublié. De toute façon, ils vont avoir 6 matchs en cumulé sur leur calendrier qui vont être Bills, Jets et Dolphins, donc ça va soigner les stats défensives. Non, c'est sûr. Juste sur les Patriots, quand même, à surveiller, petite inquiétude quand même sur ce qui est en train de se passer sur la ligne offensive. Là, ça s'est bien vu face à un très gros pass rush. Toutes les blessures, le besoin de se réadapter avec 3-4 nouveaux joueurs sur la ligne offensive. Attention quand même à ce que ça mette pas trop en danger physiquement Tom Brady au cours de cette saison, que ça se fasse pas trop ressentir d'ici la fin de saison. Voilà. Falcons 10, Titans 24. Quel est l'intérêt de garder Dan Quinn chez les Falcons actuellement, Raphaël? Quel est l'intérêt? Je sais pas. Finir. Voilà, ça dit ta non-réponse dit tout. Non, mais c'est toujours compliqué parce que après, qui tu mets au poste de coach comme ça après 4 matchs, C'est pas les solutions en interne qui grouillent non plus, en effet, mais 58 yards au sol, Julio Jones bien maintenu. Alors, Julio Jones, il a 30 ans, alors je sais que maintenant on joue très très longtemps, mais
c'est pareil, il y a peut-être un moment où ça va s'inverser. On parlait de préparation, ils prennent 38-10 sur le premier quart-temps depuis le début de la saison et 71-20 sur la première mi-temps. Donc ils n'arrivent pas préparés, quoi. Oui, il y a un problème de coaching, c'est sûr. Après... Les Titans jouent comme les Falcons devraient jouer. On a un quarterback proc, Mariota à 3 touchdowns, 100 yards au sol, une défense solide. Moi, honnêtement, je pense que là, le moment est venu de changer pour les Falcons. Il y a un truc qui est cassé. Oui. Bon, non, mais t'as raison. Il y a quelque chose qui est cassé. Ils ont peut-être fait... c'est difficile de le faire à rebours comme ça. Ils ont peut-être fait une erreur au moment du Super Bowl. Ils auraient peut-être dû changer directement après le traumatisme. Déjà reproché finalement ce traumatisme de la défaite au Super Bowl à Dan Quinn et le virer à ce moment-là, même si ça aurait pu paraître dur. Comme tu dis, entre les pénalités, le fait qu'il soit pas préparé. Après, Dan Quinn est responsable, mais c'est pas l'unique. Quand tu vois les touchdowns que les Falcons encaissent, le premier du receveur rookie des Titans, Brown, qui évite 3-4 plaquages ratés. Enfin. Ah oui, non, mais il plaque plus. Oui. Il y a un moment, Dan Quinn est responsable, mais c'est pas non plus lui qui peut plaquer sur le terrain. Donc, c'est sûr. Sûr. Mais comme tu dis, il y a un problème global sur l'équipe, il faut un changement et repartir sur quelque chose, quoi. Je l'ai dit, les Titans ont été solides, encore une fois. C'était du bon Titans. Oui, comme ils le font un match sur 2 quasiment, en fait. D'ailleurs, ils ont un bilan de 2-2. Ça correspond à peu près à ce que cette équipe nous habituait depuis un petit moment. C'est pas flashy, mais ça gagne des matchs en défense. Moi, ça me... Comment dire ? Du coup, c'est pas vraiment de la médiocrité, mais ça me désespère quand même un peu ce côté... on fait un bon match sur 2. C'est un autre type de frustration. Ils sont de la même cuvée avec Jameis Winston. Ils provoquent tous les deux des frustrations très différentes, mais des frustrations quand même. Il y a un truc. Hein. Ouais, c'est ça. je trouve avec cette cuvée. Texans 10, Panthers 16, grosse prestation défensive des Panthers, Deshaun Watson limité à 21 sur 33 pour 160 tout petits yards, 6 sacs pour Carolina, ils sont à 14 sur les 2 derniers matchs. Forcément, quand ta défense joue comme ça change la vie et tu peux gagner en marquant seulement 16 points. Ouais, non, c'est pour les Panthers, c'est clairement du mieux depuis 2 semaines, que ce soit défensivement ou offensivement. Alors, offensivement, t'as toujours la clé, effectivement, Christian McCaffrey. Kyle Allen, je le trouve pas particulièrement incroyable, mais il fait le taf. Il a le mérite de faire le taf et de le faire mieux qu'un Cam Newton blessé. Ça, c'est certain. Et ils retrouvent une certaine solidité en défense qu'ils avaient perdu l'an dernier. Je trouve notamment il y a vraiment une vraie progression de leur backfield défensif. Leur jeune cornerback qui était rookie l'an dernier, qui cette année ont bien progressé. Ça fait du bien globalement à toute l'équipe. Voilà, c'est une équipe solide. Des Panthers, on retrouve une équipe des Panthers solide. Après, c'est pas hyper emballant quand même. Allen il perd 3 fumbles quand même, ça a été son gros problème. Les Texans étaient forcément pas loin, il y a que 6 points. Moi je reste persuadé qu'ils pourraient être mieux coachés en attaque. Oui. Avec le matos qu'ils ont, c'est un euphémisme, hein, mais voilà, moi c'est vraiment ce que ça m'inspire parce que quand même la défense force 3 fumbles. Et il manque un truc dans le coaching offensif, dans la manière dont toutes ces armes sont utilisées, dont tout ce matos est utilisé. Je sais qu'il y a moins de courses et il y a une ligne en difficulté, mais je pense qu'il y a un truc qui se joue au niveau du coaching dans cette équipe, quoi. Oui, totalement d'accord, mais on le dit depuis un moment. L'esprit offensif, Bill O'Brien, on n'y croit pas tellement. Et comme tu dis, c'est dommage parce que je trouve que la défense surprend agréablement cette saison. Je trouve vraiment qu'on a un front seven et un backfield défensif qui se débrouille pas mal. Donc, faut trouver un peu plus d'allant en attaque. Et le problème, comme tu l'as dit, ça passe à mon avis par le coaching, mais là... Colts 24, Raiders 21, les Colts tués par un fumble de Paris Campbell dans la zone rouge, une interception terrible de Jacoby Brissett, mais il faut rendre aux Raiders ce qui leur appartient, ils ont fait un bon match, et on parlait tout à l'heure de débuter les matchs avec les Falcons et d'être préparés. Les Raiders, c'est 17 points inscrits sur leur premier drive du match, sur les 4 matchs de la saison, leur premier drive leur apporte 17 points au total, là ils marquent sur les 2 premiers drives offensifs, c'est une équipe qui est bien préparée, qui est équilibré offensivement, avec un Josh Jacobs qui fait le boulot maintenant au sol. Et je trouve qu'il faut rendre hommage à ça. Pour le coup, eux, ils arrivent préparés offensivement et ils déroulent.
Non, t'as bien raison, parce qu'on s'est assez moqué, je sais pas si c'est le bon terme, mais on a assez posé des questions sur Gruden toute l'intersaison depuis son arrivée, pour savoir aussi reconnaître quand il prépare bien son équipe, qu'il a un plan de jeu assez intelligent, là clairement axé sur la course face à une défense des Colts qui avait un peu plus de mal, on va dire, contre la course depuis le début de la saison. Ça a été le bon choix et il a su le faire avec en plus un design offensif assez intelligent. Je pense notamment à ce deuxième touchdown tout en trick play où il y a une première passe transmission entre Carr et son coureur, puis une autre pour Davis qui part sur 60 yards. Donc ils ont vraiment bien préparé ce match. On s'y attendait pas forcément pour le coup là face aux Colts qui à mon avis se tirent aussi quelques balles dans le pied sur ce match. Tu l'as dit, mais c'est un bon match des Raiders offensivement. Moi défensivement je reste toujours douteux, on va dire. Je suis sceptique sur la capacité de cette équipe à tenir sur toute une saison avec cette défense là. Il y a des jeunes joueurs, ça va progresser, il y a peu de doute là-dessus. Maintenant, pour moi, ils sont quand même trop limités pour viser un peu plus haut qu'être une équipe capable d'arracher un match par-ci par-là. Il y a un nom qu'on n'avait pas encore cité probablement dans cette émission, c'est Darren Waller, leur tight end, qui a 33 réceptions déjà cette saison, donc qui est une des belles surprises aussi de cette attaque. Mais voilà, je pense qu'il fallait donner ça. Après, évidemment, il y a les circonstances d'un match. Ils ont été opportunistes, comme tu dis, je pense pas que la défense puisse le faire sur tous les matchs. Là, il manquait T.Y. Hilton, Jacoby Brissett reste... je ne veux pas dire en rodage, mais c'est pas encore un quarterback fini qui va être parfait. Donc voilà, du côté des Colts, peut-être une des leçons et une des inquiétudes, plus que l'attaque, ça peut arriver d'avoir des ratés, j'ai envie de dire, c'est le pass rush qui a disparu sur les 2 derniers matchs, un seul sac en 2 matchs. Ça, c'est peut-être ce qui est inquiétant aussi pour Indianapolis. Alors oui, Darius Leonard n'est pas là, mais c'est quand même embêtant. Oui, puis c'est pas Darius Leonard n'est pas en plus le premier pass rusher de cette équipe en théorie, donc c'est inquiétant parce que c'était déjà le point faible en défense l'an dernier. Ça continue à l'être effectivement, cette incapacité à mettre le quarterback adverse par terre. Donc on pensait peut-être que l'arrivée de Justin Houston combiné avec les choix de draft de l'an dernier et de cette saison pouvait, je pense notamment à Banogu, pouvait changer la donne. C'est pas encore le cas. Ils ont le temps de progresser à ce niveau-là, mais faudrait pas trop tarder, surtout dans cette division où il y a des lignes offensives qui doivent te permettre de mettre le quarterback adverse au sol. Donc voilà. Broncos 24, Jaguars 26. Alors je sais qu'on va dire que Gardner Minshew a réussi quelques exploits importants et c'est vrai, il a réussi des belles choses, il va chercher ce match. Mais quand même, Leonard Fournette, 190 yards au sol, enfin le retour de Leonard Fournette. C'est quand même assez incroyable. Ouais, on l'attendait plus trop parce que je trouve que ça fait presque un an que Leonard Fournette allait de performance moyenne en performance pas bonne. Là, il fait enfin un très très grand match pour le coup, bien aidé par une ligne offensive qui s'est bien reprise cette semaine. Mais comme tu dis, il était vraiment inarrêtable. Il a cassé un nombre de plaquages assez incroyable. Il était en vitesse, il était en puissance. C'est peut-être la bonne nouvelle s'il arrive pas, sans forcément faire un match à ce niveau-là toutes les semaines, mais à en tout cas revenir un peu plus proche de ce genre de performance. Ça ne peut que aider l'attaque de Jacksonville, qui s'est réveillée en fin de match parce que le début de match a été très compliqué quand même. Ils sont à 115 yards en première mi-temps et 340 en deuxième, donc il y a clairement eu 2 vitesses. Et puis bon, on l'a dit quand même, Gardner Minshew avec une belle action décisive en fin de match. La hype continue pour Gardner Minshew. La hype continue, il fait des lancers clutch dans le dernier quart-temps. Il y a dans le dernier quart aussi, il y a une action où il évite 2-3 plaquages, il reste dans sa poche. Enfin, bon, il a un certain, il faut lui reconnaître une sorte de feeling, de presque de, je sais pas si tu te rappelles dans Friends, le Unagi, où il sent un peu l'adversaire arriver sans le voir. Il a le Unagi. Il a le Unagi, en tout cas. Il l'a en ce moment. Tu sais qu'on vient de perdre tous les moins de 30 ans avec cette référence, tous les moins de 25-30 ans avec cette référence. Ouais, je sais pas quand même, ça c'est diffusé sur une certaine plateforme de... C'est vrai que c'est sur Netflix maintenant. Ouais, je savais pas si on avait le droit de les citer. Mais... Si, on fait ce qu'on veut ici. Donc oui, sinon les Broncos, Gardner Minshew, donc Al Unagi, je pensais à autre chose en fait, j'allais dire, quand tu parlais de feeling, j'allais dire il y a peut-être un truc un peu Tony Romo ou des joueurs comme ça qui avaient un peu
cette manière de bouger, Oui. où ils avaient l'air des fois insaisissables et ils arrivaient à prolonger les actions avec une certaine fluidité plutôt sympa. Les Broncos sont à 4 défaites, 8 de suite si on prend la saison dernière. Je sais pas trop où se trouve la solution. Ils viennent de perdre Bradley Chubb en plus sur une déchirure des ligaments croisés. C'est dur parce qu'ils font une bonne première mi-temps où offensivement ils arrivent à bouger la défense des Jaguars. Défensivement, ils retrouvent enfin des sacs. Enfin, sur la première mi-temps, on a un sac de Von Miller, on a un sac de Chubb. Tu te dis ça y est, les éléments sont en plus ils sont à domicile, les éléments sont en train de se remettre en place. Et puis à nouveau, ils perdent en fin de match sur un field goal. Encore une fois sur un drive pas évident parce qu'ils se prennent une nouvelle fois une pénalité pour violence, on va dire, sur le quarterback adverse, que je trouve un poil dur, mais enfin bon, c'est pas les seuls dans la ligue, donc c'est pas suffisant comme excuse. Je sais pas trop où faut bosser. Enfin, si, il faut ajouter en attaque, en défense, mais il y a pas mal de petits chantiers et depuis son dernier coup, Peyton Manning, ça fait un petit moment qu'Elway a pas été très inspiré en termes de décision. C'est clair que Peyton Manning, ça lui avait fait du bien, hein, parce que franchement, sinon là, ça commence à avoir l'air très très compliqué. On rappelle qu'avant Peyton Manning, c'était Tim Tebow quand même. Donc non, mais... Peyton Manning lui a quand même grandement sauvé son job de président. Ouais, je pense aussi. Ouais. Cardinals 10, Seahawks 27. Les Seahawks ont été propres, pas de ballon perdu, pas de pénalité en première mi-temps, ils en ont pris 7 derrière. Mais dans ce cas, en tout cas, ils étaient supérieurs. Les Cardinals continuent de beaucoup lancer, mais ça reste très brouillon. Murray a pas fait d'erreur, c'est déjà un progrès. Mais sachant qu'il a peu de temps pour lancer en plus. Mais il n'y a pas photo quoi, sur ce match, j'ai envie de dire. Les Seahawks restent une équipe bien plus organisée et quand ils sont solides en plus. Oui, c'est ça. Ils ont plus de talent, notamment en attaque et en défense même. Je pense. Enfin, quoique. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont beaucoup plus de talent ? Je sais pas en vrai, mais ils sont mieux coachés, ils sont dans une meilleure forme. Il y a un Russell Wilson qui est absolument pas loin de la perfection en ce début de saison. Hein, vraiment, de mémoire, il a 111 d'évaluation. Il fait pas d'erreur, il perd pas de ballon, donc ils ont roulé face à un adversaire plus faible. Il y a pas grand. Enfin. Du côté des Cardinals, Larry Fitzgerald qui continue quand même de se battre, il est désormais deuxième au nombre de réceptions dans toute l'histoire de la NFL, 1326. Chapeau. Il est assez loin quand même de Jerry Rice, je pense pas qu'il va pouvoir aller le chercher, mais Jerry Rice est à 1549, donc a priori il faudrait, il y a plus de 200 réceptions sur son rythme actuel, il faudrait continuer un moment, je pense que ça va être compliqué. Les Giants 24, Redskins 3, Jay Gruden est-il encore plus sur la sellette, un peu moins sur la sellette que Dan Quinn dont j'ai parlé tout à l'heure ? C'est censé être un coach offensif et ce match a été une catastrophe offensive. 3 interceptions pour Dwayne Haskins, 1 pour Case Keenum et 176 yards au total. Alors je veux pas leur manquer de respect, mais contre la défense des Giants, c'est quand même assez indigne. Donc on fait quoi au moment où on se parle déjà pour le quarterback ? Haskins, Keenum ou Colt McCoy qui apparemment revient de sa blessure à la jambe ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bah du coup, en fait, je sais plus ce qu'on fait à cause du choix de Gruden de lancer Dwayne Haskins. Moi, je comprends pas ce choix qu'il a eu. Il n'a eu cesse de répéter que Haskins n'était pas prêt, et là, il l'envoie au combat dans un match où son équipe n'était pas dedans, ils étaient déjà menés, c'était compliqué. J'ai pas trop compris pourquoi envoyer Haskins maintenant, et en plus il se pose là la question de le remettre sur le banc. Je comprends pas vraiment cette logique. De toute façon, moi ça fait un moment que Jay Gruden, j'ai un peu de mal globalement avec ses choix. Il a l'air de partir vers Colt McCoy quand même, hein, donc. Oui, alors maintenant on nous dit que McCoy a remis de sa blessure à la jambe, donc moi j'attends Alex Smith dans 2 semaines au Point André, parce qu'il faut se rappeler qu'il est quand même toujours sous contrat. Hein. C'est vrai, donc, c'est vrai. On dit souvent quand t'as 2 quarterbacks, c'est que t'en as pas, eux ils en ont 4 quand même. C'est quand même, quand même hallucinant. Mais je sais pas, je suis un peu comme toi, je sais pas quoi faire de tout ça. Colt McCoy leur donne peut-être la meilleure chance de gagner sur l'instant, mais si on peut appeler ça une chance de gagner vu ce qu'il y a autour, parce qu'en plus il y a pas non plus. C'est ça, parce que pour insister sur Haskins, il le lance à un moment où il n'y a pas le left tackle titulaire classique des Redskins, il n'y a pas le centre, il n'y a pas le receveur numéro 1, il n'y a pas le receveur numéro 2. Les coureurs c'est la même chose. Enfin, ils rafistolent avec un Cedric Thompson et un. Enfin. Bon. Et puis c'est en cours d'un match qui est
pas tout à fait encore joué. C'est-à-dire que si on compare justement aux Giants qui étaient leurs adversaires du jour, justement, les Giants au début de l'année mettent Daniel Jones sur des fins de match, mais où c'est joué, donc il fait peu de garbage time. Et au moment où ils disent il va être titulaire, ils le disent en avance, il a le temps de se préparer, et il arrive le jour même dans la peau du titulaire. On lui dit pas au milieu de la première mi-temps, bon bah en fait vas-y, allez, c'est à toi. Oui, non, mais c'est pour ça. Je pense que ça a été une catastrophe de ce point de vue-là. Donc on a une équipe des Redskins qui, à mon sens, coule un peu progressivement, va vite. Le problème, c'est que malheureusement pour les fans des Redskins, c'est qu'il y a quelqu'un à la tête de l'équipe qui est un peu dysfonctionnel. Et je parle pas de Gruden, je parle de plus haut dans les bureaux. Il y a quelques... C'est la direction de cette franchise qui est problématique avant tout. Il fait partie de ces grandes franchises dans le sport US qui ont des problèmes de direction et qui vont dans le mur avec ça. Donc leur seule chance de se redresser, en fait, c'est que Haskins soit un vrai top quarterback dans l'avenir, quoi. Malheureusement, c'est un peu leur seule chance. C'est ça. Mine de rien, donc Daniel Jones au-dessus de Dwayne Haskins, c'était justifié dans ce match, statistiquement en tout cas, ça c'est sûr. On a compris pourquoi il a été pris avant. Les Giants ont l'air intelligents cette semaine. Jones a eu 2 interceptions, mais aussi un touchdown et des bonnes courses. On l'avait dit, ce sera pas toujours rose et partout, mais au moins il a gagné. Il est toujours convaincant. On est toujours content qu'il soit là et on trouve toujours ça logique qu'il soit là. On est d'accord. Oui, il mérite sa place de titulaire dans cette équipe. Deux matchs de victoire. Alors oui, pas contre des cadors, mais en tout cas, il va chercher les victoires. Il y a des hauts, il y a des bas. Il a une défense qui progresse un petit peu. Il y a encore des trous, à mon avis. La semaine prochaine, il rencontre les Vikings. Je suis pas persuadé qu'ils arrivent à tenir Stephen Diggs et Adam Thielen tout le match. Mais en tout cas, ça progresse. Donc c'est globalement une équipe qui a l'air sur une bonne voie. Bon. Et Wayne Gallman a été la belle surprise statistique de cette semaine avec 2 touchdowns, 63 yards au sol, 55 dans les airs, donc il gagne sans Saquon Barkley. Voilà, un coureur en choix numéro 2, c'est pas forcément... C'est vrai, bah oui, alors là tu prêches un convaincu, c'est vrai qu'il finalement c'est sans Saquon Barkley et avec le quarterback qui gagne, donc on voit c'est quoi aussi le plus important. Dolphins 10, Chargers 30, encore une mi-temps pour les Dolphins, mais ils sont trop courts en termes de talent, mais Josh Rosen continue de montrer des espoirs. On va prendre juste la première mi-temps, il est à 12 sur 16, 159 yards, un touchdown. Bon, après par contre ils prennent 81-0 sur les deuxièmes mi-temps sur les 4 premiers matchs. 81-0 sur les deuxièmes mi-temps. Genre, les gars, essayez un peu de progresser en première mi-temps, mais bon, après, c'est bon, quoi. C'est plus la peine. Oui, bah, il n'y a pas grand-chose à dire de ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Miami. Melvin Gordon n'a pas joué, pas besoin. 122 yards cumulés pour Austin Ekeler. Il y a quand même potentiel pour un bon duo, du coup. Oui, mais déjà, Ekeler, l'an dernier, avait montré quelques trucs pas mal dans un rôle en rotation avec Gordon. Ils ont de quoi faire un duo sympa, surtout qu'il y a une nouvelle blessure dans les squads de receveurs. Williams s'est blessé, donc partir sur un peu plus de sol, c'est peut-être aussi une bonne solution pour cette équipe des Chargers. Et je place un petit mot pour Dontrell Inman, 5 réceptions, 76 yards. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas réussi à s'établir dans une équipe ces dernières années, parce que de temps en temps, il apporte des belles choses, Dontrell Inman. Les Steelers 27, Bengals 23, c'était le match du lundi soir. Ça a été du jeu court et une bonne défense pour les Steelers. Ils ont essayé de mettre Mason Rudolph en condition et en confiance, parce que ça a joué vraiment, pas quasiment que, mais beaucoup sur les coureurs. Oui, ça a joué beaucoup sur les coureurs. On va pas leur reprocher pour profiter de la faiblesse des Bengals contre la course, insister dessus. C'était le bon plan. Ils ont un jeune quarterback, ils le mettent à l'aise avec ça. C'est pareil pour le coup, c'est pareil là avec Tomlin, Gruden. Le nombre de fois on a critiqué Tomlin pour avoir une équipe pas bien préparée, un plan de jeu pas bien établi. Là au moins, c'était bien établi, c'était intelligent, c'était réfléchi et c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas la plus belle des victoires pour les Steelers, c'est pas la plus difficile, mais elle fait du bien parce qu'elle lance le compteur de Rudolph, elle lance le compteur de cette équipe, et le point positif malgré tout, c'est quand même qu'on a une défense avec des jeunes talents, les TJ Watt, les Fitzpatrick, qui se montrent de semaine en semaine et qui est assez prometteur pour la suite, je pense quand même.
et qui ont bien profité d'une ligne offensive horrible des Bengals. Ouais, 8 sacs, 12 quarterback hits, bon. Et 9 plaquages pour perte. Voilà. Le pauvre Andy Dalton. Packers 27, Eagles 34, c'était le match du jeudi. J'en ai parlé dans le fauteuil, Raphaël, je te laisse un mot. Est-ce qu'on est inquiet pour la défense des Packers qui affaiblit ou est-ce qu'on est inquiet pour leur choix offensif en attaque où ils ont appelé beaucoup de passes au lieu des courses dans la fin de match? Inquiet pour la défense, peut-être pas. On l'a dit, des matchs sans, ça peut arriver. C'était que le 4e match. Beaucoup de recrues dans cette défense, donc ça a stabilisé un peu plus sur le reste de la saison. Après, les inquiétudes en attaque, on les a depuis le début de saison, ça pour le coup. Donc sur le play call, tout ça. Donc bon, c'est pareil, c'est pas. Et rassuré par les Eagles? Moi, je serais pas rassuré tant qu'ils continuent à être à réaction en fait. Ouais. Voilà, c'est une équipe, ils ont besoin d'être au pied du mur pour se réveiller et se dire ah bah c'est vrai qu'il y a 2 ans finalement on était champion quoi. Ils peuvent pas continuer comme ça. Ils ont besoin d'aller, ils peuvent pas tout simplement, donc voilà. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top. Tu l'as mentionné, mais beaucoup de belles prestations défensives, donc j'étais assez content cette semaine, même si les pessimistes diront que c'est peut-être la nullité des attaques NFL qui aide ça. Je laisse à chacun juger. Mais en tout cas, des belles prestations défensives. Je pense aux Bills, aux Vikings, même s'ils perdent ce match pour le coup, aux Bears, tout ça, ça m'a bien fait plaisir. Je pense qu'elles sont même d'autant plus louables que les règles favorisent plus l'attaque qu'avant, donc c'est encore plus dur d'avoir des belles prestations défensives. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je sais plus dans quelle émission on avait dit que l'évaluation moyenne des quarterbacks avait jamais été aussi haute, c'était 94 avant la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Donc oui, non, c'est vrai qu'il y a eu des très beaux matchs défensifs. C'est un défenseur, tiens aussi, moi que j'ai en top, c'est Jadevon Clowney, parce que j'ai encore été scié sur l'interception qui retente pour un touchdown. C'est incroyable de se dire que tu vois courir un defensive end quand il renvoie cette interception. C'est un tel phénomène physique, il est tellement incroyable que s'il est bien utilisé, voilà, c'est un joueur qui est quand même assez hors norme quoi, par ses capacités physiques. Tu parles de Clowney, je te rejoins, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'on a quand même globalement de plus en plus de lignes offensives en difficulté parce que les defensive end, les defensive tackles, regarde Aaron Donald comment il est gaulé. Enfin, on a vu la photo tourner sur les réseaux sociaux cette semaine. Les defensive ends sont quand même de plus en plus des monstres physiques, mais des machines, des machines quoi. Donc je suis pas étonné que les lignes offensives galèrent un peu quoi. Ouais, non, mais ça a du sens ce que tu dis. En plus, c'est que les équipes ont ciblé ces dernières années que c'était des postes qui étaient cruciaux quoi. Donc tu développes des joueurs qui sont des machines sur ces postes-là pour aller chercher le quarterback. Et en effet, ils ont évolué plus vite que les linemen offensifs. Ouais, voilà, je trouve qu'il y a une évolution plus rapide ces dernières années. Ton flop? Mon flop, j'avais Gruden, donc Jay, celui de Washington. On en a parlé, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, mais sa gestion là du cas Skins me pose vraiment question. Moi en flop, je vais aller. Alors comme ça, on abordera le sujet parce que ça fait beaucoup parler ces dernières heures. Mais moi, c'était Vontaze Burfict. Alors j'avais commencé à préparer mes notes avant l'annonce de sa suspension, donc j'étais en train de me demander quand est-ce qu'on allait le suspendre longtemps ou éventuellement le bannir, parce que je me demande, je sais pas si on attendait qu'il tue quelqu'un. Alors je sais que c'est compliqué d'exclure un joueur ou quoi, mais est-ce qu'on attend qu'il décapite un mec sur le terrain ou qu'il en paralyse un? Je ne sais pas. Et du coup, par là même, voyant les réactions, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui défendent Vontaze Burfict pour telle ou telle raison. Alors il y a cette histoire, oui, mais il y a le choc avec c'est Jonathan Jones des Patriots, etc. Bon, je pense qu'on va pas épiloguer 10 ans. Il faut bien comprendre que si Vontaze Burfict est suspendu, c'est parce qu'il est multi récidiviste. Je pense que c'est pas très dur de comprendre ça. Voilà. Ah bah, j'espère que le principe de récidive ne pose pas de problème aux gens globalement, parce que sinon ça... Voilà. Donc si Vontaze Burfict est suspendu pour la saison ou moins parce que son appel pourrait marcher et pas Jonathan Jones, c'est tout simplement parce que Vontaze Burfict a déjà été suspendu 2 fois, parce qu'il a déjà pris 4 millions de dollars d'amende en cumulé sur sa carrière, parce que il est habitué de ce genre de geste, donc forcément qu'il est plus sanctionné. Voilà. Après, il y a aussi l'intentionnalité, etc. Alors, il y a une autre chose. Quand on dit oui, mais lui, il a eu un flag, lui, il a été exclu et pas lui, etc.
il n'y a rien qui est arbitré de manière consistante en NFL. Rien, que ce soit les interférences offensives, que ce soit les ballons relâchés, pas relâchés, etc. Donc c'est pareil avec les pénalités ou certaines choses, avec les holdings, avec ce que vous voulez. Donc on va pas s'étonner que le même truc, ou plus ou moins le même truc, ait été sifflé différemment à 500 bornes d'écart. Donc voilà, ça c'est la NFL. C'est pas parce qu'il porte un maillot ou un autre. Voilà. Et encore une fois, Burfict est multi-récidiviste, donc c'est pour ça qu'il est suspendu. Et après, quand on dit ouais, mais il est ciblé pour ça, oui, mais personne le pousse à rentrer dans les gens la tête la première. Il le sait au bout d'un moment. Il a reçu suffisamment d'amendes et de lettres lui expliquant pour qu'il soit quand même le premier prévenu qu'il faut pas faire ça. Et quand on dit que le geste est moins condamnable ou pas, enfin moi je vais pas comparer les gestes, ce que je vois c'est quand même que le tight end des Colts il est à genoux sur l'action, donc a priori elle est terminée, ou elle est pas loin de l'être, et il n'y a pas besoin de lui rentrer dedans la tête la première, le casque en avant, enfin voilà. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre comment on compare, et en plus après, quand on me dit ouais mais c'est ça le football américain machin et tout ça, c'est les gros chocs et machin etc. Oui, alors après c'est aussi pour ce genre de choc là précisément que les gens qui ne regardent pas ce sport nous disent que c'est un sport de bourrin auquel ils comprennent rien, c'est juste des mecs qui se jettent la tête les uns contre les autres. Donc c'est précisément ce genre de choc qui font une mauvaise publicité à ce sport et qui fait qu'il y a des gens qui n'y viennent pas. Donc ouais, j'ai du mal à comprendre honnêtement sur tous les plans la défense de Vontaze Burfict, et je serais très heureux de pas le revoir sur un terrain parce que j'ai pas envie de le voir casser la jambe ou tordre la jambe ou péter la tête d'un mec qui a rien fait et qui essayait juste de faire son boulot, en l'occurrence d'ailleurs, parce qu'il faut aussi penser que les mecs essayent d'en vivre pour certains. Donc voilà, moi c'est mon petit coup de gueule, et du coup ça lance bien parce que c'est le moment de la séquence répondeur et des coups de gueule. Vous en avez, on écoute ça maintenant. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, bitch? Leave it tone. Ce message s'adresse à Raphaël Masmejean, qui voit les Falcons au Super Bowl et les Raiders au même niveau que les Dolphins. 2-2, avec une équipe de briques et de broc. La moitié de l'équipe ils sont encore puceaux, et en ayant perdu Antonio Brown. 2-2 Raphaël, 2-2. Tu n'es pas le bienvenu à Auckland. Salut l'équipe, c'est Falenito. Petit message pour vous dire que Davante Adams, c'est le receveur le plus sous-coté de la ligue. Il est vraiment trop fort. Let's go les Packers, c'est pour nous cette année. Hello, c'est Bertrand, dit Géant Bleu. Bienvenue sur mon podcast TDA, épisode 1, WhatsApp répondeur. On passe tout de suite au résumé des matchs. Semaine bien kiffante, du touchdown, sac et des joueurs bien barrés. On passe au top et au flop. Les tops, Alain et ses fromages, Greg le scientifique du jeu, et Camille Patricia, on ne le voit pas mais on l'aime bien quand même. Les flops, Raoul le souffre-douleur, TDA, Girouette, Chargers, Panthers, on ne sait plus bien. Raphaël, Parisien exacerbé, Girouette aussi. Giants, Colts, il ne sait plus, mais l'a-t-il su réellement un jour? On passe aux questions. Combien d'auditeurs vont rejoindre la communauté TDA? Un max, bien sûr. Les pronos. Qui va finir déguisé cette année? Alain, Greg, Camille, Raoul, Raphaël, peu importe. Le plus important est de finir en requin. Voilà comment se termine mon podcast TDA épisode 1. WhatsApp répondeur. Ciao, ciao. Yo la team, c'est Titans, désolé. Je suis désolé. Ça commence vraiment à me saouler cette semaine. Moi qui pensais qu'on allait enfin mettre Mariota sur le bûcher, j'étais vraiment content. Et au final, il fait un match moyen et il va faire comme l'ancien ou le coach des Bengals. Il va rester en place et on va continuer d'avoir une équipe moyenne. Et ça me saoule. Bonjour Benoît de Roubaix, bravo pour votre pronostic sur le match Green Bay Eagles. Vous aviez tout faux, Go Eagles qui les ont terrassés. L'attaque des Packers qui n'ont rien pu faire, et puis leur défense qui soi-disant était de fer a été monstrueusement faible contre le jeu de course. Merci à vous, bon vent, touchdown actu. Hello, go Saints, go! C'est Bachi de Madagascar depuis Antananarivo, vous l'aurez compris, ici on est fan des Saints. Je suis avec Audrey, 12 ans. Et avec Léonard, 7 ans. Bon, Audrey est très enthousiaste, elle est plutôt fan des Cowboys et Léonard est plutôt fan des Seahawks. Eh oui, les Seahawks. Bon, on vous appelle pour fêter la victoire
hier soir des Saints face aux Cowboys, victoire méritée, sans touchdown, première depuis 1998. Oui, c'est les Cowboys en plus, et c'est contre ton équipe qu'ils ont gagné. Et oui, Audrey le découvre, la pauvre. Donc, on voulait vous faire un petit mot là-dessus, parce qu'on trouvait que malgré votre devoir de neutralité, eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'enchantement autour des Saints, dans l'équipe de TD Actu, sauf pour Grégory, évidemment, grand fan devant l'éternel des Saints. Et bien, sur ce, on vous dit à très bientôt, et puis on se quitte en musique. Raphaël, qu'as-tu pensé de ce petit répondeur où tu avais quelques messages qui t'étaient adressés? Eh ben écoute, je suis bien triste d'être banni de la ville d'Auckland. J'ai été regarder tout à l'heure son site touristique, ça m'avait l'air vachement sympa entre son centre commercial high-tech et son bord de côte. Voilà, je suis un peu triste. Bon, il y a toujours San Francisco en face pour te consoler. Si ça peut te consoler, mais bon, en tout cas, continuez avec vos messages, c'est un vrai plaisir. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je tiens à préciser, alors je coupe un peu certains messages, surtout quand, alors pour être vraiment très honnête, je coupe parfois quand vous nous remerciez parce qu'évidemment ça nous touche et c'est pas perdu et ça nous touche de l'entendre, mais je veux pas que ça ressemble à un montage à notre gloire non plus quand je fais le montage en entier. mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à continuer à envoyer vos messages sur le répondeur. Et évidemment, j'ai oublié de me mettre le numéro de téléphone devant le nez. Je vais juste le retrouver en 2 secondes pour vous donner ça. Mais voilà, évidemment, il faut que je me perde le numéro au moment où je veux le redonner. Ah voilà, 06 52 21 65 36. 06 52 21 65 36. Vous ajoutez ce numéro sur WhatsApp et vous créez une conversation avec ce numéro et vous laissez un message audio. Je sais que c'est un poil plus compliqué que d'appeler, mais malheureusement, c'est le moyen le plus simple pour nous de récupérer les sons. Donc 06 52 21 65 36 sur WhatsApp et vous laissez un message audio sur WhatsApp. Nous, on termine avec les questions. Les questions, Raphaël, j'ai les questions devant moi et je balance. Question de Jujuju, ils battent les records d'ici la fin de saison ou pas? Mahomes et le record de yards lancés, 5477, est-ce qu'il le bat ou pas? Allez, je vais dire oui. Ouais, je pense que ça peut tomber aussi. Barrett et le record de sac, 22-5. Non. Ouais, c'est dur celui-là. Et McCourty, le record d'interception, 14. Compliqué, hein. Compliqué. 14 interceptions, c'est énorme quand même. Donc je vais dire non aussi. Drogba, 10-10, pourquoi pas plus de passes comme Kelsey et McCoy? Je sais bien que garder le ballon est très important, mais on voit que ça peut faire la différence. On a souvent eu ce débat, on va dire. Oui, la peur du fumble. Mais on sait que tu es pour. Oui. Jean Bassoncoup, hello la team, une question en plus sur Burfict. Votre top 3 des joueurs les plus crades? Suggestion Burfict sous incognito. Sous, il est très haut évidemment. Ouais, mais il s'est quand même pas mal calmé ces dernières années. Moi, il y a un joueur dont on parle peu dans ces cas-là, mais qui a souvent eu des gestes un peu limites. C'est Kiko Alonso, le linebacker qui est actuellement chez les Saints, qui est passé chez les Bills, chez les Eagles, qui a un petit passif, voilà. Et c'est vrai, alors certains l'ont souligné, c'est pas du tout une défense, je reviens sur Burfict, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée ironie à voir que c'est John Runyan qui est le responsable des sanctions de la NFL maintenant, alors que c'était un joueur ultra crade quand il était en NFL avec les Eagles, et il y a certaines vidéos de ses exploits qui sont quand même assez savoureuses en effet. Et donc le top 3 des joueurs les plus propres, sympas, suggestion Von Miller, et on sait pas. Et ben moi je disais Eli Manning, très sympa. Je sais pas si en plus t'as vu les petites images qu'on le voit sur le banc là depuis qu'il est remplaçant, checké avec Daniel Jones, le féliciter, tout ça. Je pense que c'est un chic type quand même. Ouais, je pense que Gronk était pas mal aussi. Alors il est plus en circulation. C'est vrai que Luck, les vidéos ont fait le tour du monde, j'ai envie de dire, mais quand il félicitait les mecs et tout ça, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Question de Dop, quel est le top 3 qui vous déçoit le plus cette saison? Falcons. Ouais, Falcons, clairement. Vu qu'on les avait tous les deux, on les avait donnés au Super Bowl, non? Oui, en tout cas. Ça fait 2 ans de suite qu'on tombe là-dessus. Ouais, Falcons, assurément. Alors, je sais pas si la question de Dop, parce que derrière, il demande les joueurs qui nous surprennent positivement. Donc, je sais pas si c'était sur les joueurs, le top 3, mais en tout cas, clairement, les Falcons sont dans les déceptions. Je suis déçu. Je suis pas déçu par les Jets parce que je les avais donnés en hype, mais ils sont tués par les blessures, c'est même pas de leur faute. Donc je suis même pas déçu.
Derrière, c'est pareil, je suis pas déçu par Mariota. Je m'attendais pas à grand chose. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui me déçoivent en dehors des Falcons pour le moment. Je suis en train de parcourir le classement juste pour voir. Et après, surprise positive, il y a la défense de Green Bay qui était parmi les surprises positives au début de la saison. Et si, les Lions quand même. Oui, les Lions, ouais. Clairement, c'est une des bonnes surprises de ce début de saison. On en a parlé. Malgré leur victoire, les Chiefs ont paru plus fébriles et Pat Mahomes, très nerveux, a-t-il montré une faille le concernant? Question d'Aurélien. On l'a dit, je pense que sa prestation en fin de match montre qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Ouais, effectivement, ça montre qu'il n'y a pas trop de doute vis-à-vis de lui. Puis bon, si les question... doutes... Raphaël. Non, j'allais dire, si les doutes en plus, c'est des Chiefs à plus de 25 points, c'est pas... Ouais. Question de LW75. À 0 victoire et 4 défaites et un assez gros calendrier restant, la blessure de Bradley Chubb pour la saison, les Broncos se tournent dorénavant vers l'avenir. Que pensez de l'idée de mettre sur le marché des trades des joueurs à gros contrats et free agent en 2020 qui pourraient rendre heureux des équipes qui visent les playoffs? Et plus Chris Harris, Sanders, Leary, Wolf, ceci pour reconstruire sur des bases plus saines et proposer à fond de jeu de construire son équipe. Sinon, Miami nous poursuivrait-elle pour plagiat dans le tanking? Moi, je suis pas un grand fan de virer tous tes bons joueurs pour reconstruire. Enfin, en NFL, t'as besoin de talent quand même à un moment ou un autre dans tes équipes. Moi, laisser partir un des top pass rushers de la ligue en Von Miller, j'avoue que c'est le jeu. Et pareil, Chris Harris, pour moi, c'est des joueurs que tu transfères pas, quoi. Non, je suis pas. On voit ce que ça donne à Miami, c'est pour démoraliser tout son effectif et que les derniers aient envie de se barrer. Non, je préfère jouer, essayer de construire avec ce que t'as. Question de Fidel Gastro, Gardner Minshew est-il le futur Tom Brady ou le nouveau Tim Tebow? Entre les deux. Entre les deux, on va pas se mouiller. Peut-on tous se mettre d'accord et dire que le maillot Color Rush blanc et or des Saints est le plus beau maillot de la NFL? Question de Tubluff Martoni. Oui, je sais pas, j'ai pas de... Il est dans la fourchette haute en tout cas. C'est vrai qu'il est très joli. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a de mieux. Bon, les rétros des Rams évidemment. Et non, mais après, mais oui, il fait partie des très beaux. Si le rétro des Falcons était sympa ce week-end aussi. Ça, c'était quand même pas mal. Salut l'équipe. Quel est pour vous à l'heure actuelle le quarterback le plus sous-coté et le plus surcoté? Entre parenthèses, coucou, you like that. La même chose avec les receveurs et les coureurs. Merci à toute l'équipe. Question de Jean BT. Le quarterback le plus sous-coté et le plus surcoté? Le plus sous-coté, c'est pas facile, hein. Comme ça. J'aurais dit Dak Prescott avant le match contre les Saints, mais ça a mal tourné. Donc je ne sais pas. Est-ce que Deshaun Watson est sous-coté? Je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment un quarterback sous-coté et surcoté, tu vois? Ouais. Est-ce que Jimmy Garoppolo est surcoté encore? Bah je sais pas justement. Est-ce qu'il l'est? Enfin, j'ai l'impression qu'on le met assez en doute pour pas considérer qu'il est surcoté. Mais... Est-ce que Russell Wilson est sous-coté? Un peu. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est vrai. Hein. C'est vrai que Russell Wilson pourrait être le sous-coté, ouais. Ouais, comme quoi. Pour les receveurs et les coureurs, c'est dur. Je sais pas s'il est sous-coté, mais Kenny Golladay, moi j'adore. Je l'ai encore vu ce week-end. Voilà, je suis fan. En receveur sous-coté peut-être, même si tout le monde est d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, je dirais Mike Evans quand même. Parce qu'il est jamais cité dans aucun top 5 receveur, alors qu'il est franchement, lui ou enfin, pour moi, il est dans les très très hauts receveurs de cette ligue, quoi. Il y a aucun doute. Ouais, c'est vrai. Non, clairement, il devrait l'être aussi. Salut la team. Alors, cette question me fait plaisir. Question de Marc Petit-Horry. Quand on voit la différence, quand on voit le touchdown refusé pour les Lions au début du troisième quart et le touchdown au sol de Josh Allen qui perd la balle après avoir franchi la ligne, vous ne trouvez pas qu'il y a une trop grosse différence entre la validation d'un touchdown au sol et celle d'un touchdown dans les airs? On a déjà eu le débat et alors là, je peux vous dire que je suis tellement de cet avis de Marc. Je trouve ça aberrant que Josh Allen puisse se jeter comme ça et perdre le ballon seconde 2 où il a passé même au deuxième millième où il a passé la ligne alors que Kenny Golladay réussit des exploits et qu'on lui dit non. Bon, mais je sais que t'es pas tout à fait d'accord. C'est pas tellement que je suis pas tout à fait d'accord, c'est je sais pas trop comment changer ça en fait. Ouais. Sans que ça devienne ça peut pas devenir du rugby, le coureur peut pas plaquer le ballon au sol, oui.
Non, mais il faut bien une règle, hein. Après je suis d'accord. Voilà, et c'est pareil, est-ce que tu pourrais dire, bah du coup, faut que le mec qui dépasse avec le ballon au sol, faut que le ballon soit plus de 2 secondes dans la end zone, mais enfin, tu vois, je sais, mais pourquoi enfin, je sais pas comment changer le truc en fait, donc... En fait, moi, alors je fais une proposition, hein, mais je toucherai pas pour les receveurs, c'est pas ça qui me choque, c'est vraiment juste, au moins ne pas perdre le ballon. C'est-à-dire que il passe au-dessus de la end zone, même une milliseconde, mais que le mec après peut la ramener vers lui, mais juste qu'il finisse l'action en possession du ballon. Voilà. C'est genre l'action de Josh Allen. Oui. Il tend le ballon, il passe au-dessus de la end zone, s'il le ramène vers lui après pour tomber avec, ça me va. Voilà. Mais qu'il soit passé au-dessus de la end zone, mais qu'il puisse pas la perdre comme ça juste dans l'instant. Ouais, mais dans ce cas-là, je pense que je sais pas. Oui, non, mais oui, peut-être. Ouais. Question de Boston Strong. Tiens, on va finir par celle-là plutôt. Celle-là, elle est pas mal. Alors, je regarde. Alors, question de Coro Couples pour un sujet dont on a parlé. Merci. Alors, les joueurs NFL sont les premiers à se plaindre que la Ligue ne fait rien pour les protéger des commotions, mais quand on voit les actions scandaleuses de ce week-end, ils sont les premiers fautifs. Quelles sanctions pensez-vous qu'il faudrait mettre en place pour ne plus voir ce genre de geste sur le terrain? Le cerveau du plaqueur doit prendre aussi cher que celui du plaqué. Est-ce que tu penses qu'il faut augmenter les sanctions, les amendes ou des suspensions plus rapidement Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des suspensions et des amendes plus grosses. Maintenant, ça va au-delà de la NFL, c'est que c'est quelque chose qui doit être inculqué aux jeunes joueurs de foot américains dès le plus jeune âge en fait. Ouais. Si Burfict, il en est là, c'est que je pense qu'il a probablement été dans tout son parcours de footballeur entraîné par des gens qui l'ont incité à être le plus agressif possible, à mettre ce genre de coups. Je pense qu'il y a quand même une part de culturel là-dedans, et que bien sûr il faut des amendes et des suspensions, mais qu'il faut avant tout qu'il y ait une vraie prise de conscience à tous les étages du football américain. Donc après, sans mauvais jeu de mots, je pense que Burfict il avait quand même un pet au casque de base, parce que il y a une vidéo, vous trouverez sur YouTube. En fait, je l'ai découverte en faisant l'article hier, mais dès le lycée, il avait joué contre. Donc, c'était Matt Barclay, je crois. Enfin, ou un gros joueur aussi, qui est devenu un gros joueur. Et donc, il avait ciblé ses jambes, mais d'une manière, mais qui était. C'était délirant. Il se jette dans ses jambes, mais comme une flèche, quoi. C'était terrifiant. Et tu te dis, il peut lui enlever les 2 genoux, mais. C'est horrible. Effectivement, je pense que Burfict est encore un peu au-dessus de toute manière, mais tu vois, justement, tu dis un joueur dangereux comme ça au lycée, ça l'empêche pas d'être recruté derrière, ça l'empêche. Enfin, voilà, c'est aussi un système global, hein, c'est pas que. Oui. Bah, la preuve, hein, Burfict il est sur le terrain et à chaque fois qu'il n'est pas suspendu, il y a une équipe pour le signer et le faire jouer. Hein, donc, voilà. Il y a aussi ça. On va terminer avec la question de Boston Strong. À ce point de la saison, seuls les Pats, Chiefs, Niners restent invaincus. Mais parlons d'une autre série, les équipes n'ayant pas encore connu les joies de la victoire. Les Dolphins, les Jets, les Bengals, les Broncos, les Cardinals et les Redskins. Il a mis des petits surnoms pour chaque entre parenthèses. Quelle équipe sera la première à briser la malédiction et quelle équipe fera la saison parfaite? Je pense que Jets, Bengals, Broncos, ça peut gagner un match. Oui. Cardinals aussi, sur une bonne sortie de Kyler Murray. Ils ont une défense qui fait des actions quand même. C'est Dolphins et Redskins. Je pense que Dolphins peut vraiment aller au bout sans gagner un match. Hein. Ils peuvent, et en même temps, quand tu regardes, c'est très rare quand même les saisons sans victoire. Il y a toujours un match qui est arraché par une... Il n'y a que les Lions et les Browns, je crois, au XXIe siècle. Bah c'est ça, c'est quand même, du coup, c'est pas si facile. Non, après, Miami est historiquement nul. Mais bon. Ah ouais, là, de mémoire, ils ont encore 2 matchs contre les Jets. C'est vrai. Est-ce que tu n'en prends pas un à domicile contre les Jets c'est pas, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'y pense même pas pour les autres, parce que comme tu dis, en général, tu prends toujours un match ou 2. Miami, ça va être dur. Mais ça va être très dur. Ouais, ça va être dur, c'est le plus probable. Et ben écoute, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 308 du podcast Jeune Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches soirée Game On au Hard Rock Café Paris, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres, n'hésitez pas à y aller. On remercie tous ceux qui nous suivent
et qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, je rattrape du retard. Caldacan, alors vous avez des pseudos des fois durs. Cubard Bédienne, Stéphane Nivois, Joe Gillian, Patrick Engelbert, Frédéric English, Squall, Cyril Place, Fricazoïde et Vincent Buagiard. Merci à tous pour nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, @TDActu sur Twitter, @TDActu sur Facebook, @TouchdownActu sur Instagram, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com, tdactu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup Raphaël. Eh ben merci à toi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour vous, ce sera jeudi pour l'émission preview. Évidemment, on se retrouve donc dans quelques jours, et on vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est dans TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.